Près de chez moi, il est un petit bois. Au premier regard, on dirait qu'il est comme beaucoup d'autres. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont parfois trompeuses, à l'image de ce reptile qui pourrait faire sursauter certains promeneurs. Alors qu'en réalité, c'est simplement un lézard dont les pattes ont disparu au cours de l'évolution. L'orvet ne représente aucun danger pour les oiseaux. Il mange essentiellement des petits invertébrés qu'il chasse au sol. Dans ce bois d'un peu plus de 200 hectares, coincé entre deux centres urbains, une grande route et une autoroute, on retrouve quasiment toutes les espèces de la région. Hérissons, salamandres, troglodytes, batraciens curieux ou en migration par milliers. Tous ont appris à cohabiter avec la dernière espèce arrivée en nombre. Car pour l'homme aussi, ces arbres constituent un havre de paix et de contact avec la vie sauvage. Dès qu'un peu de nourriture est déposée pour eux, les oiseaux arrivent par centaines. Leur balai reflète bien la diversité du bois. Sur ces quelques branches, 4 espèces différentes de mésanges viennent se poser. Et elles ne sont pas seules. Elles sont suivies de près par les bouvreuils, dont les mâles arborent un beau poitrail orange vif. À leur tour suivies par les citelles, au masque noir et au bec puissant. Elles évoluent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, avec la tête en bas. Mais aussi puissante soit-elle, elle doit céder la place quand arrive une femelle de pique et pêche. Elle-même qui, à son tour, est écartée par un mâle de sa propre espèce, qu'on reconnaît à la tache rouge sur la nuque. Son bec est monté sur l'équivalent d'un amortisseur, pour éviter que son cerveau n'encaisse des chocs trop violents lorsque l'oiseau creuse le bois à la recherche de sa nourriture. Au sol et dans les arbustes, les pinsons des arbres ont été rejoints par des groupes de pinsons du nord. Même si l'hiver est rude, il fait toujours meilleur que dans les régions dont ils viennent. Ils peuvent migrer en groupes de centaines de milliers d'individus et se mélangent aux mangeoires avec les verdiers. Plus il fait froid, plus il neige. Et plus les oiseaux viennent en nombre profiter des graines laissées pour eux. Au plus fort de l'hiver, arrivent les gros becs, dont l'origine du nom est assez facile à comprendre quand on les aperçoit. En toute saison, les animaux sont nombreux dans le bois de Lozelle, et ce n'est pas un hasard. Des essences d'arbres diversifiés y ont été plantées, pas un coup de feu depuis des décennies. Et par tous les temps, murmurent imperturbables des petits ruisseaux. Ils prennent leur source dans le bois, serpentent entre les arbres, puis freinent petit à petit leur parcours pour donner naissance à de grands étangs. Et reprennent leur course jusqu'à rejoindre la Dyle, quelques kilomètres plus loin. Des étangs forestiers. C'est une opportunité unique pour les oiseaux à des dizaines de kilomètres à la ronde. Une eau poissonneuse et tranquille, et tous y trouvent leur compte. De certains des plus grands, comme le héron cendré, jusqu'aux plus petits, comme le martin pêcheur, tous trouvent ici un environnement idéal, que ce soit pour une petite halte, un arrêt sur un trajet de migration, une installation à plus long terme ou carrément pour y construire leur nid et abriter leur petite famille. Sur les berges des étangs, la population de chevreuils, les plus petits cervidés d'Europe, est abondante.
À l'origine, ce sont des animaux forestiers, dont le système digestif est mieux adapté aux aliments de la forêt. Mais depuis quelques décennies, ils se sont adaptés aussi aux prairies et aux champs. Et désormais, les chevreuils semblent être capables de manger des nourritures beaucoup plus variées. Dans le bois de Lozelle, ils se laissent observer sans crainte. La chasse est interdite depuis des années. Et dans les environs, seules les voitures représentent un danger pour eux. Conséquence, les chercheurs ont observé, étonnés, le cas d'une chevrette à la longévité exceptionnelle. Elle a plus de 15 ans. On le sait grâce au collier qu'elle porte. Il a été posé pour une étude de l'université. Retrouver le même chevreuil une quinzaine d'années plus tard a surpris les chercheurs. Preuve que même à propos de ces animaux proches de nous, il reste bien des découvertes à faire. Même s'ils sont friands des jeunes pousses, ce ne sont pas les chevreuils qui ont attaqué cet arbre, mais bien les pics. Ils profitent des arbres morts, laissés expressément sur pied pour favoriser la richesse et la diversité du bois. Toutes les espèces indigènes de pics vivent ici. Le pic mare est sans doute le plus rare. Le pic noir s'installe chaque année dans une loge qu'il a creusée lui-même dans un arbre en bonne santé. Tout le printemps, le bois va résonner des tambourinements et des cris des pics. Tous nichent dans des cavités, y compris les pics et pêches. Le mâle et la femelle se relaient pour nourrir leurs jeunes à l'entrée de la loge. À plusieurs mètres de hauteur, ils sont à l'abri de la plupart des prédateurs. Mais ces loges n'intéressent pas que les oiseaux. L'écureuil peut s'emparer des œufs et même des jeunes oiseaux. Mais il peut aussi, tout simplement, essayer de prendre leur place et s'installer dans leur loge. Un couple d'écureuils en visite pense avoir ravi la place idéale à un pic noir. Un boulot bien confortable. Mais mieux vaut ne pas s'absenter. Car à son tour, un pivert en pleine prospection a repéré l'endroit. La loge a une vue imprenable et semble au goût de tous. Le bois est tellement accueillant qu'au printemps, il y a comme une crise du logement pour les amateurs de cavités confortables où élever leurs jeunes. Un peu plus tard dans l'année, sous le soleil de l'été, la frénésie s'est déplacée sur les étangs. Avec leurs ailes transparentes et leur apparence fragile, les libellules et les demoiselles cachent bien à nos yeux leur nature de super prédateurs de la surface des étangs et des mares. Pour le moment, leurs victimes potentielles ont une petite trêve. Libellules et demoiselles sont surtout en chasse d'un partenaire. Dans le bois, l'infiniment petit occupe rapidement chaque recoin favorable. Une colonie de frelons a trouvé la faille et s'est installée dans ce vieux tronc. Dans le fond de la vallée, c'est la rosée matinale qui révèle le réseau de milliers de pièges, tissés par autant d'araignées qui patientent en attendant leur proie. Un mètre plus bas se trouvent les véritables maîtres du sol du bois. Les fourmis rousses développent de véritables villes tentaculaires. Et pour les autres insectes, mieux vaut ne pas prendre le risque de s'y aventurer. Avant de devenir un papillon de nuit, la pudibonde est une chenille inféodée aux chênes, qui compense ses couleurs peu discrètes en se protégeant avec des poils urticants. Tout l'inverse de la texture d'un autre animal rampant. La limace léopard peut mesurer jusqu'à 20 cm et porte bien son nom. Pour ses taches et pour son rôle de prédateur, elle s'attaque aux autres limaces.
Dans mon petit bois, ce n'est pas l'hirondelle qui annonce le printemps, mais la grenouille et le crapaud, ou plutôt les grenouilles et les crapauds. À la fin de l'hiver, plusieurs milliers de batraciens sortent en même temps des refuges où ils ont hiberné et convergent vers les mares pour s'y reproduire. Moins nombreux sur le chemin de cette grande migration, les crapauds communs se joignent aux grenouilles rousses. Pour ces batraciens, la reproduction est un moment collectif. Et le bois de Lozelle, un des meilleurs endroits de la région pour admirer ce spectacle naturel dans une zone préservée pour ces animaux. Après le passage de ces milliers de grenouilles et de crapauds, il va rester des millions d'œufs, entre lesquels se faufilent quelques tritons, venus pour les mêmes raisons, profiter des étangs et des mares du bois pour préparer une nouvelle génération de leur espèce. Alors que partout leur habitat se réduit, ils ont trouvé ici un havre de tranquillité. Jean-Claude est l'ange gardien du bois. Il l'arpente en tous sens et en connaît les moindres recoins. Les arbres n'ont aucun secret pour lui. Son plus grand plaisir est de faire partager aux autres sa passion pour la nature. C'est lui qui m'a tout appris sur le bois. Dans les ruisseaux et les mares vivent aussi des écrevisses. Omnivores, elles profitent de tout, y compris de la migration de printemps des batraciens. Épuisées, grenouilles et crapauds meurent par dizaines après avoir pondu. Et les écrevisses en profitent. Mais sur les étangs, ces nécrophages peuvent à leur tour devenir des proies. En constante recherche de nourriture, ces foules que profitent de l'aubaine pour nourrir leurs jeunes. Pas d'équilibre d'une forêt comme celle-ci sans des milliers de petits rongeurs. Campagnols et mulots pullulent dans le bois. Constamment sur la brèche, ils fouillent le sol toute la journée à la recherche de nourriture. Graines, bourgeons, jeunes pousses. Nerveux, ils se déplacent sans cesse, essayant de s'abriter au plus vite et de ne pas rester à découvert, car leurs prédateurs sont nombreux. Rapaces, renards, hermines et belettes les guettent en permanence. En lisière, un petit funambule escalade les fleurs et les graminées à la recherche de son repas. C'est le rat des moissons, un minuscule rongeur équilibriste. 4 cm, quelques grammes et surtout une longue queue préhensile, capable de s'enrouler et de s'accrocher à n'importe quel support, comme une 5e patte. C'est grâce à cette queue que le rat des moissons peut se hisser sur les végétaux à la recherche des graines et des fruits ou des baies. Celui qu'on appelle aussi souris-naine ne va pas enterrer son nid comme beaucoup de rongeurs, mais il va le tisser et le suspendre comme un nid d'oiseau. Les mulots sortent au clair de lune. Leurs gros yeux tout ronds leur donnent une excellente vision nocturne. Ils se déplacent aussi vite sur le sol que sur les branches des arbustes, que ce soit à la recherche de nourriture ou de mousse pour garnir leur nid. Au début du printemps, le sol du sous-bois s'ouvre de partout et des milliers de végétaux sortent leur éphémère parure florale. Sous les yeux des becs croisés, prêts à convoler en juste noces,
les premières à se montrer sont toujours les perce-neige. Viennent plus tard les chèvrefeuilles, les ronces, l'aroume maculé et bien d'autres encore. Toutes ces fleurs font le bonheur des abeilles et de tous les insectes friands de pollen. En avril, un couvert de verdure à l'aspect assez quelconque va soudain devenir un magnifique tapis bleu-violet constitué de milliers de fleurs. Ce sont les jacinthes sauvages qui tapissent des parties entières du bois avant de disparaître à nouveau pour un an. Succédant au bleu, des milliers de clochettes blanches prennent la relève. Beau et odorant, le muguet est aussi une plante toxique, voire mortelle. Sa présence sauvage serait un bio-indicateur de l'ancienneté de la forêt. À l'automne, toutes les fleurs ont disparu. Et ce sont à présent les champignons qui sortent de partout dans le sous-bois. Le hérisson n'en consomme pas. Il est essentiellement insectivore. Son long museau s'accompagne d'un odorat très développé. Ses membres sont courts, mais ça ne l'empêche pas de se déplacer rapidement quand il part à la chasse aux vers, limaces et escargots. Essentiellement nocturne, en automne, il sort plus en journée, pressé d'accumuler des réserves de graisse avant l'arrivée de l'hiver, pendant lesquelles il ralentira son rythme et s'immobilisera à l'abri. Ces piquants, il est vrai, ne sont pas la meilleure protection possible contre le froid. Ce sont bien des poils pourtant, mais agglomérés et durcis. Le hérisson n'a plus de 5000 sur le dos. Ses piquants sont constamment renouvelés et pratiquement incassables. Mais ça ne suffit pas à le mettre à l'abri de tout. Totalement protégés, leur nombre est pourtant en diminution dans nos régions. Ils sont victimes du trafic routier, de la disparition des haies, de jardins trop cloisonnés, et surtout des pesticides qu'ils ingurgitent dans les insectes qu'ils consomment. La faune, la flore, mais aussi la tranquillité des lieux attirent des visiteurs en tout genre. Il m'arrive de croiser des promeneurs, des joggeurs et même des cavaliers. Leur passage ne perturbe pas tous les occupants du bois. Première sortie et premier jeu pour ces renardeaux curieux, nés il y a quelques semaines. Sous le regard d'un roitelet, et en attendant le retour de leur mère, partie chasser, ils découvrent leur territoire et s'enhardissent, s'aventurant petit à petit de plus en plus loin du terrier familial. En fonction des ressources alimentaires disponibles, les portées de renardeaux sont plus ou moins grandes. Et quand l'hiver a été froid ou que les rongeurs sont peu nombreux, une renarde ne va donner naissance qu'à 2 ou 3 jeunes à la fois. Mais cette année doit sans aucun doute être exceptionnellement riche et propice. Résultat, quand on les aperçoit finalement tous ensemble dans cette fratrie, ils sont 8 dans un seul terrier. Au printemps, tous les parents sont sur la brèche. Un couple de troglodytes fait d'incessants allers-retours. En moyenne,
ils apportent un nouveau repas à leur nichée toutes les 3 minutes. Un étage plus haut, les jeunes merles sont encore moins discrets. Mais le dévouement de leurs parents est le même. Approvisionnement continu tout au long de la journée pour les citelles dans leurs cavités et pour les buses sur leurs plateformes. Pendant que certains doivent attendre la nuit pour que leurs parents partent en chasse, comme les jeunes chouettes hulottes. Que leur nid soit naturel ou artificiel, les oisillons savent trouver la position qui leur permet de voir arriver le ravitaillement. Et quand le nid familial est bien plein, un petit nettoyage peut de temps en temps s'avérer indispensable. Les adultes évacuent les sacs fécaux, soit en les avalant, comme cette femelle de merle, soit en les jetant un peu plus loin, comme cette citelle. Pour toute cette nouvelle génération, plus le printemps avance et plus l'heure de l'envol approche. Mais là encore, à chacun son rythme. Absents pendant longtemps, les sangliers ont retrouvé le chemin du bois de Lozelle. Arrivés jusqu'ici en traversant les champs et les routes, ils n'y restent pas toute l'année, mais trouvent de quoi s'alimenter quelques jours et laissent d'incontestables traces de leur passage régulier. Sur les étangs aussi, c'est la saison des naissances. À peine sortis de l'œuf, la plupart des oisillons savent déjà se déplacer sur l'eau et suivre les adultes pour quémander leur nourriture. Foulques et poules d'eau se démènent en permanence pour les nourrir. Ceux-ci semblent tellement différents de leurs parents qu'on a du mal à imaginer que quelques semaines plus tard, ces jeunes hirsutes au plumage dégarni auront leur taille adulte et la même apparence que leurs aînés. Dès leur premier jour, les canetons de Fuligule imitent leur mère et plongent pour aller chercher eux-mêmes leur nourriture sous l'eau. Même phase d'apprentissage pour les jeunes martins-pêcheurs. Ils se placent à proximité des adultes pour observer et imiter leur comportement de pêche. Ils partagent désormais leur territoire avec un nouveau venu. Le castor a entamé son retour dans nos zones naturelles il y a plus d'une dizaine d'années. Grignotant de nouveaux territoires partout où c'est possible, il a suivi le cours de la Dyle, puis a remonté ses affluents, et après plusieurs passages discrets, s'est installé sur le grand étang. Étonnante arrivée dont on peut relever les traces sur les berges. Et avec un peu de discrétion, de patience et de chance, le promeneur peut finalement l'apercevoir vaquer tranquillement à ses occupations, dans un bois qui semblait l'attendre depuis des années. Quelques hectares de tranquillité, des essences végétales diversifiées, un paysage vallonné parcouru de petits ruisseaux, une gestion respectueuse, et tout de suite, au cœur même d'une des régions les plus habitées de la planète, la nature reprend ses droits et offre le spectacle de la vie sauvage à qui sait prendre le temps de l'apprécier, juste à côté de chez nous. Mon petit bois, mon espace de rêve, pourquoi après le castor ne pourrait-on voir revenir des espèces autrefois présentes chez nous ? Ah, si mon rêve pouvait devenir réalité. Jean-Claude, toi qui es le merlin l'enchanteur du bois et le maître des lieux, ne pourrais-tu rien faire ? Clouds and birds above, forest and concrete. Observe the show with interest and curiosity. Now each place has turned white. My feet are freezing outside.
got to go back in town, so noisy. After the calmness, hear people